un podcast produit par Fakir et Xara Bruxelles. Le monde de la musique peut sembler attrayant de l'extérieur, mais froid et hostile quand on s'y aventure sans équipement. Une fois pénétré, son écosystème s'apparente à celui d'une forêt impraticable, touffue, sauvage, et qui cache une biodiversité riche. Des années à tenter de s'y repérer ne suffisent pas toujours à trouver le chemin qui nous fera sortir de l'isolement. Bonjour chers auditeurs, je suis Nastasia et vous écoutez Eye of a Tiger, un guide de survie pour tout musicien et musicienne qui cherche sa place dans le paysage musical belge. J'ai récolté le témoignage d'artistes dans leur nid et les conseils de professionnels depuis leur repère. Toutes et tous ont bien voulu partager leurs expériences, leurs regards sur ce milieu changeant et incroyablement diversifié. Nous allons ensemble défricher cette taïga le temps de 4 épisodes. Saison 1, vous n'êtes pas seul. Dans cet épisode, nous allons explorer le moment où l'artiste plonge la tête la première, souvent seul, dans le développement de son projet. Quel état d'esprit va-t-il y elle pouvoir adopter ? Comment son changement de mentalité va impacter ses actions ? Vers qui se tourner ? À quel moment considère-t-on qu'on a réussi ? À travers une multitude de parcours, on va se confronter aux idées reçues face à la réalité de mettre en pratique son projet musical. Je pense que le moment de basculement pour moi, il a été déjà en entrant au conservatoire où j'ai étudié pendant 5 ans. Et puis ça a été d'en vivre, vu que je suis partie assez jeune de chez mes parents. Il y a toute une phase où je faisais, je sais pas, tous les jours, je jouais, que ce soit dans des restaurants, des bars, des hôtels, des casinos. Et donc à un moment, j'ai décidé d'arrêter. Je me suis rendu compte que travailler plutôt dans les bars et faire un boulot à côté valorisait à fond la qualité du temps que j'avais après pour faire juste de la musique plus créative, quoi. Ça doit faire 2 ans que j'ai terminé mes études. Il y a eu comme un tournant et il y a eu un ras-le-bol un peu de ce que je faisais à ce moment-là. Et je faisais déjà de la musique et en fait j'ai quitté mon ancien boulot. J'ai pris un petit boulot sur le côté qui me demandait moins d'investissement mental et j'ai commencé en fait mon projet. Mathilde est musicienne et chanteuse. J'avais envie qu'elle se remémore ses débuts avec nous, il y a 5 ans, quand elle a lancé son projet solo Mathilde Fernandez. Depuis, elle forme aussi Ascendant Vierge, un projet musical en duo avec l'artiste Paul Seul. Et j'ai fait des photos, on va dire des photos un peu officielles pour ma musique, parce que jusque-là, j'avais pas du tout de visuel. J'ai fait ça avec une amie photographe de manière un peu correcte. Et j'ai posté mes morceaux sur SoundCloud. Voilà, ça a été un peu le démarrage. Et j'ai eu de la chance parce que en fait, les morceaux ont été repérés à cette époque par la rédactrice sur la revue Les Inrecuptibles. Donc j'ai eu pas mal de visibilité assez vite. C'est pas une chance qui est donnée à beaucoup. Et en fait, très vite, j'ai été repérée par un manager qui m'a contactée, qui m'a proposé qu'on travaille ensemble, en fait. Finalement, quand l'artiste se lance, c'est souvent seul. Yael va faire face à une multitude de choix, de décisions à prendre. J'ai demandé l'avis de Stan, qui est booker chez Chouette ASBL. En tant que booker, il a eu l'occasion de suivre des artistes dès leur début.
d'entrevoir les stratégies de groupe et de leur apporter des conseils à chaque étape clé de leur développement musical. Si l'objectif est de s'en faire un boulot, sur la question de l'état d'esprit d'un musicien, d'une musicienne, quelque part y mettre les moyens et ça veut dire considérer ça comme un boulot. Il n'y a pas de boulot dans lesquels, par exemple, c'est possible de faire l'impasse sur le fait de gérer son agenda et de répondre à ses mails. J'avais envie de faire la petite analogie du chef cuistot dans une cuisine qui ferait pas sa plonge, qui gérerait pas ses commandes, et donc il crée des assiettes, mais elles sortent nulle part, et ses collègues s'agitent autour pour essayer que les plats sortent, mais on peut pas, si on veut en faire un boulot, se contenter de l'aspect créatif. À partir du moment où le musicien, la musicienne, va avoir cette volonté de faire évoluer son projet musical, il y aura un cap à passer, celui de prendre conscience de tous les aspects de sa carrière. On a pu déjà entrevoir quelques-uns comme la communication, l'image, l'entourage ou la diffusion. Je suis allée à la rencontre de Julie pour savoir pour elle par quoi commence cette implication, ce changement d'attitude. Elle est musicienne-chanteuse, co-leadeuse du duo Juicy, chanteuse sur un projet de musique bulgare Ashinka, et elle collabore en ce moment avec Squeaky Lobster, un DJ en musique électronique. La démarche que j'ai lancée à partir de ce moment-là, ça a été de se rendre compte qu'en fait, pour que ça fonctionne, il faut un entourage normalement assez solide que nous, on ne pouvait pas se permettre d'avoir, que ce soit dans un premier temps manager, booker, label, attaché de presse. Et du coup, ça a été vraiment de rajouter des cartes à son jeu et de faire des trucs à la base, t'as l'impression que tu dois pas t'y frotter parce que t'as juste envie de faire de la musique. En fait, je pense qu'aujourd'hui, si tu veux donner de la visibilité à un projet, t'es obligé de jouer un peu 5 métiers en même temps, quoi. L'artiste, musicien, il a, en fait, au bout de quelques années de professionnalisation, il va se faire un entourage. Donc l'entourage, ça va être le booking, et un label. En fait, il y a des groupes qui sont dans des labels qui n'ont pas de manager, il y a des groupes qui ont des bookers et un manager, d'autres qui ont tout mais pas de manager. En fait, c'est un peu à la carte. Pour quelqu'un qui n'est pas du tout organisé et qui a envie de passer au-dessus du délire underground, punk, il vaut mieux essayer de trouver quand même au moins une personne référente, que ce soit un label, un manager ou un booker ou un attaché presse aussi, par exemple, qui accompagne sur la sortie des disques. Voilà, des gens qui sont pros dans leur domaine. On peut déléguer d'autres aspects petit à petit dans le développement de sa carrière à d'autres personnes. Ça ne va pas empêcher qu'il faille être dans un état d'esprit actif, de se dire ok, c'est mon boulot, donc je réponds, je suis au taquet, je fais les choses et je réfléchis à ce que je fais, à la valeur que ça a et à la valeur que ça peut avoir pour d'autres, et je me remets en question et je continue de chercher vis-à-vis de ça. Je crois que ça, c'est quelque chose qui va permettre de mettre un pied, en tout cas dans plus de concerts en tous les cas, parce que moi je sais le booking, donc la question est sur le live. Moi je travaille principalement avec des musiciens qui ont plusieurs groupes, mais clairement les plus professionnels d'entre eux sont ceux qui le plus ont une gestion. C'est comme si c'était leur boulot, quoi. Il y a le moment, ok, ils prennent leur mail, ils checkent les croix dans leurs agendas, qu'est-ce qu'il faut faire, tel groupe, on doit communiquer là-dessus, et on le fait. Et c'est vraiment une manière de se tenir à ses objectifs et aux moyens qu'on s'est donnés pour y arriver, quoi. La première idée reçue qu'on se fait d'artistes qui lancent leur projet, c'est qu'il suffit d'enchaîner les répétitions, les lives et les événements de réseautage. Toute la partie communicationnelle ou administrative est sous-estimée, alors que sans elle, le chemin est beaucoup plus difficile. Il y a quand même des structures qui allègent certains de ces aspects. Les agences de management, de booking ou les labels. J'ai choisi de me pencher sur le cas des agences de booking, car c'est souvent une des premières structures vers qui l'artiste va se tourner. Donc la nécessité pour une artiste de travailler avec un booker ou une bookeuse, c'est principalement de pouvoir se décharger d'un certain nombre d'aspects de la gestion du projet, de son développement, pour travailler encore plus et encore mieux sur les autres aspects de la gestion et du développement. Parce que c'est au moment où on commence à travailler avec des autres qu'il faut envoyer la matière, en fait, qu'il faut produire, qu'il faut faire des chouettes vidéos, qu'il faut faire des bonnes choses, qu'il faut arriver à faire parler de soi, qu'il faut continuer d'en parler à ses réseaux. C'est pas le booker qui va pouvoir tout débloquer. Le booker, il va surtout aider à gérer les aspects liés aux dates de concert, la négociation, tous les aspects administratifs, qui est payé, comment est-ce qu'on arrange les choses pour que le groupe soit dans les meilleures conditions pour venir. Et ça, idéalement, ça va donner du temps au groupe pour pouvoir continuer
de bosser, mais sur le reste, sur une meilleure com, sur toutes des choses qui vont faire que chacun de ces concerts, il va faire des petits, en fait, et que c'est comme ça qu'on essaye d'enclencher un petit peu les choses pour vraiment un développement de carrière, quoi. Donc, plus largement que de chercher des dates de concerts pour des groupes, c'est de les aider à se mettre en réflexion sur la manière dont ils sortent des choses, dont ils se font connaître, dont ils dont ils développent leur carrière musicale, en fait, en faisant beaucoup de choses qui touchent à la production. Ça veut dire chercher des subsides, ça veut dire chercher des bons contacts, des bons liens, des labels parfois, ou d'autres professionnels avec qui les mettre en réseau. C'est vraiment ça qui va permettre de développer un projet et d'avoir des chances de trouver des dates de concert derrière. Pour donner un bref aperçu des réalités des bookereuses en Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a le site IDLM, qui est géré par le Conseil de la musique, qui a recensé 96 agences de placement et de booking sur le territoire. Et pour info, dans les chiffres, la part de l'activité commerciale liée au booking représente en général 15% du prix de vente des concerts. On est en 2021, il faut savoir comment les réseaux sociaux fonctionnent. Alors je sais que pour la plupart des gens, c'est quelque chose de pénible, mais il faut savoir comment est-ce qu'on a envie de se représenter dans le monde, en fait, en tant qu'artiste, en tant que musicien. C'est bien beau d'être surdoué musicalement, mais il faut quand même savoir comment est-ce qu'on se donne au public, parce que le public, c'est pas seulement dans les salles de concert, c'est tout le temps, et c'est aujourd'hui notamment sur les réseaux sociaux. Donc c'est d'avoir une image qui est correcte. Il faut surtout pas avoir peur de s'entourer, de poser questions, d'aller rencontrer des professionnels, des photographes, parfois des stylistes ou des gens qui font du conseil à l'image. Ça fait peur, en fait, comme ça, quand on le dit, mais c'est la base, en fait. Avant d'acquérir assez de matière à faire écouter, de live, de photos pro ou d'avoir une ligne artistique cohérente, l'artiste va essuyer des rejets. Yel va se confronter à des portes qui se ferment, à des moments de doute. Quel que soit le parcours choisi, ce qui les relie entre eux, c'est justement la persévérance, la capacité à rebondir par des remises en question après chaque échec. Un bon moyen de toujours réfléchir à la pertinence de son projet ou des personnes à qui l'on s'adresse. Dans cet épisode, je voulais lister une série d'erreurs pour prévenir justement les artistes de ces embûches. Mais est-ce qu'elles sont vraiment toutes bonnes à éviter ? Pour le savoir, je me suis tournée vers l'association Court-Circuit, car elle participe à l'accompagnement et au développement d'artistes qui se professionnalisent en Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle propose plusieurs activités, comme des séances d'infos, des tremplins ou l'organisation de résidences. Et c'est Pablo, chargé de projet là-bas, qui a pris le temps de me répondre. Une erreur qui est souvent faite, c'est aller trop vite, ou du moins ne pas prendre en compte la gestion du timing dans les démarches que le groupe entreprend, que ce soit dans l'enregistrement ou peut-être dans la diffusion d'un clip, d'un EP, etc. C'est un processus où on met beaucoup de temps, beaucoup de soi, beaucoup de son énergie. C'est plus que dommage lorsque on n'arrive pas à un résultat de visibilité, ou du moins lorsqu'on estime qu'on a fait vraiment beaucoup de travail et qu'on n'en récolte pas les fruits. Les choses sont parfois trop expédiées. On ne prend pas le temps de bien préparer une sortie, de prendre des contacts avec la presse, de soigner un visuel, d'avoir un agenda de concert en adéquation avec une sortie médiatique, etc. C'est sûr que, par exemple, en ayant étudié au conservatoire, il y a un truc qu'on t'enseigne pas, c'est développer ton projet. Et qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sortent de 5 ans d'études en pensant qu'il y a un petit entourage professionnel qui les attend devant la porte après 5 ans, sauf qu'en fait, ça n'arrive pas. Et donc, tu as des gens hyper talentueux qui n'ont aucun outil pour défendre un projet et qui, du coup, ne jouent pas, quoi. Il faut ou savoir s'entourer ou le faire soi-même, mais en tout cas, sans ça, j'ai l'impression que c'est hyper compliqué. Et du coup, c'est marrant parce qu'on en parlait il y a pas longtemps avec tous les potes avec qui on avait ce projet, en se disant, putain, aujourd'hui, on le ferait 1000 fois mieux, quoi. Maintenant que tu sais comment ça fonctionne, que tu as plus une idée même stratégique de qu'est-ce qu'il faut sortir quand, qui il faut contacter. Donc voilà, c'est apprendre et se casser la gueule à plein de moments, voir qu'en fait, tu as l'impression de proposer une musique de qualité, mais qu'en fait, elle a aucune visibilité. Donc c'est tout le temps chercher comment est-ce que ça peut fonctionner, quoi. Très honnêtement, je crois qu'on m'a dit beaucoup de choses, des choses très bien, et j'ai eu besoin de passer par des erreurs
On m'avait prévenu qu'il fallait pas faire ça, on m'avait déconseillé, je l'ai fait quand même, je l'ai expérimenté et j'ai pu comprendre que c'était une erreur. Je pense que j'aurais pu faire plus de concerts punk, en tout cas des trucs moins bien organisés vite, comme ça j'aurais fait plus d'erreurs rapidement et j'aurais eu peut-être plus de bagages, d'expérience un peu sur la suite quand je me suis retrouvée dans des grandes salles où il y avait quelque chose qui était mal câblé et que c'était de ma faute. Maintenant, j'ai l'impression d'avoir fait beaucoup d'erreurs et tout le monde en fait dans son parcours professionnel et c'est sain. Je sais que, par exemple, je suis rarement satisfaite que ce soit un enregistrement, un concert ou quoi. Enfin, je suis hyper dure. Avec Sacha, on a ça et c'est en fait très problématique parce qu'en fait, du coup, t'as l'impression que tu profites pas toujours des moments parce qu'on est tellement dur avec nous-mêmes qu'on n'est jamais, peut jamais dire ah ouais stylé, on a trop bien joué. Ça n'arrive quasi jamais. Alors, il y a les erreurs un peu de débutants, on va dire, qui est de contacter toutes les salles de concert et d'envoyer un lien SoundCloud avec sa musique. Ça, c'est par exemple des choses que j'ai pu faire, mais qui, en fait, ne fonctionnent pas. Il faut chercher à s'adresser aux bonnes personnes. Il faut chercher à se mettre à la place des personnes à qui on s'adresse. Un programmateur, une programmatrice qui choisit un projet a des raisons de le faire, on a toujours, et c'est normal, il faut le comprendre et savoir comment est-ce qu'on peut ou non arriver à correspondre, ou en tout cas faire valoir le fait que oui, on correspond à ces besoins-là. Et on a l'avantage en Belgique on est vraiment un pays petit. Je sais que ça se dit souvent, mais dans les faits et dans la musique, c'est assez flagrant. Et voilà, quand je parlais d'aller dans des concerts, etc., il y a toujours des musiciens ou des personnes impliquées dans la musique qui sont présentes, avec qui on peut, je pense, facilement discuter. C'est voilà. À partir du moment où tu as un contact direct avec une personne, un programmateur, une programmatrice par exemple, ce sera beaucoup plus simple de peut-être déjà lui dire voilà, j'ai un projet solo ou j'ai un groupe, ça s'appelle un tel, etc. Peut-être qu'une semaine après, si on renvoie un mail en disant on s'est croisés au concert d'un tel, je te remets le lien vers mon groupe, j'espère qu'on pourra peut-être faire quelque chose. On aura beaucoup plus de chances d'être écouté, d'avoir une réponse peut-être positive, etc. Parce que la personne en fait voit qui on est, a comme ça une image de nous. Donc il y a vraiment cette dimension de real life qui est fondamentale, quoi. En écoutant cette réponse, je me dis qu'il faut parfois provoquer ces moments de rencontre avec les professionnels. Mais comment trouver cette ouverture quand par exemple on est artiste, qu'on débarque en Belgique ou qu'on débute ? La notion de réseautage, qu'on soit familier ou non avec le milieu, n'est pas évidente pour tout le monde. C'est parfois compliqué de savoir quoi faire d'autre qu'envoyer un mail pour entrer en contact avec les programmatrices. La présence de tremplin du coup m'a paru très intéressante car elle répond en partie à cette question. Être primé à un tremplin permet d'accéder à une série d'avantages, comme une aide financière à l'enregistrement, du coaching sur mesure, qu'il soit artistique, scénique ou d'encadrement. Mais surtout, est-ce que les tremplins, ce ne serait pas un chemin tout tracé vers des programmatrices, des bookereuses et managereuses, présents et présentes le temps de cette journée ? Alors, pour moi, le plus important dans un tremplin, c'est le fait qu'on est écouté et peut-être vu par des professionnels ou du moins des acteurs de la musique qui collaborent à ce tremplin. C'est une super carte de visite et c'est un super raccourci dans la tête des professionnels de dire « Ok, je vais faire attention à ces 10 artistes-là, ça va m'économiser du temps parce qu'ils ont déjà été, entre guillemets, validés par d'autres personnes en qui j'ai confiance en leur goût, donc je vais aller prêter une oreille ou si l'artiste me dit qu'il a été... sélectionné au concours circuit 2020 par exemple, je vais peut-être faire plus attention à sa proposition et voir si ça peut m'intéresser, quoi. J'ai discerné 3 types de tremplins pour les artistes en développement en Fédération Wallonie-Bruxelles. Les tremplins institutionnels, avec le concours circuit, du F dans le texte, ou National 5, porté par le réseau Wallonie Musique. Il y a aussi les tremplins liés à des festivals, des salles de concert. On aura notamment Francophone ou Les Ardentes à Liège. Et finalement, les tremplins à finalité commerciale, où là, on va demander aux artistes de vendre des tickets pour le public et d'amener leurs amis à voter. Très vite, quand j'ai commencé à
avoir ma musique qui circulait, on va dire, un petit peu. Il y avait ces choses-là qui étaient possibles en Belgique, pas loin de chez moi, à savoir francophone. C'était la possibilité de rencontrer des gens, des professionnels qui aient l'habitude d'organiser des festivals, de rencontrer, enfin d'être avec des artistes. Donc j'ai rencontré des gens qui m'ont fait évoluer, que ce soit pour le chant, un artiste qui m'a aidé à préciser le son, à me dire bon bah là il faudrait un petit peu régler tes sessions parce que c'est pas très bien mixé, on n'entend pas trop. En fait c'est un regard extérieur, c'est quelque chose que l'on est incapable d'avoir par soi-même. Donc au bout de cette semaine de travail, j'étais très enrichie, j'ai eu beaucoup d'informations, c'est dense. Mais c'est un luxe en fait, c'est d'avoir, je sais pas, 5 personnes qui sont tout pour toi, alors que quand on est musicien et qu'on démarre, bah souvent on est un peu tout seul dans son studio, quoi. En d'autres mots, ça permet d'exister et en Belgique, en tout cas sur le territoire, et d'avoir, l'aval du réseau professionnel. Tous ces services proposés, ça peut être hyper cool. Et après, moi, je pense que ce qui m'aide beaucoup, c'est d'écouter des enregistrements des concerts et regarder des vidéos des concerts, parce que ça te donne effectivement un recul que t'as pas en étant sur scène. Une fois que t'es conscient des lacunes, là, c'est super intéressant de travailler avec des intervenants. Mais ça peut être aussi très intrusif quand t'essayes de développer un projet et qu'il y a des choses qui fonctionnent pas et qu'il y a des fragilités et que c'est quand même tellement intime en fait d'écrire de la musique, de passer un temps fou à essayer de proposer quelque chose de la meilleure qualité, et puis qu'en fait quand ça fonctionne pas, que ça casse la gueule ou que t'es pas à l'aise sur scène, ou que, enfin, c'est quand même des bonnes claques dans la gueule assez constantes, et puis en même temps qui font évoluer. Mais du coup, je pense que si ça arrive pas au bon moment, ça peut aussi être dur, quoi. Ce que j'ai envie de retenir pour ce premier épisode, c'est qu'il n'y a pas de formule gagnante. Une multitude de parcours sont possibles. Participer à des tremplins, faire des résidences, s'auto-manager, trouver le ou la bookereuse. Tout est possible pour développer son projet selon ses attentes. Alors pourquoi le secteur de la musique, encore plus que les autres secteurs culturels, est autant régi par la notion de succès? L'artiste n'est souvent perçu qu'à travers le prisme de sa notoriété et du nombre de salles qu'il ou elle va remplir. Est-ce qu'il n'y a pas justement d'autres manières de déterminer quand l'artiste a réussi? Et quels en sont les signes? Je crois que le succès pour un groupe de musique, c'est d'avoir l'occasion de générer des moments avec des publics, que ce soit des auditeurs ou des gens qu'on voit au concert. Et c'est ça qui est précieux dans la musique, et ça existe à toute échelle. On peut jouer pour des brocantes, on peut jouer en rue, on peut jouer n'importe où, et arriver à créer ça. On n'aura jamais mieux que ça, on le fera peut-être pour plus de monde, mais au final, l'essence de la chose, ça continuera d'être ça. Donc, il y a une notion très importante, c'est d'être en adéquation avec ses objectifs, en fait, et d'y mettre les moyens. Le fait de percer n'existe pas vraiment, dans la mesure où, oui, on peut devenir une star, mais il y aura toujours plus, et il y aura toujours plus grand star, et c'est d'ailleurs très vrai en pratique musicale aussi. Il y aura toujours moyen de franchir des nouveaux niveaux en musique, et c'est vrai pour un groupe dans la notoriété, etc. Donc, question vraiment d'objectifs et d'adéquation entre les objectifs et les moyens qu'on y met. Et je pense aussi que ce que j'aurais voulu comprendre un peu plus tôt, c'est la projection dans la notoriété, en fait, la projection de c'est quoi la réussite, à quel moment est-ce qu'on considère qu'on réussit, ce qui est déjà hyper questionnant, enfin comme terme, parce qu'en fait j'ai l'impression ces derniers temps un peu un modèle, et justement qui est lié à l'expansion des réseaux sociaux et un peu de la starification des gens et pas de la musique. Donc en fait la manière dont on se projette, la manière dont on se sent obligé de choisir un style ou de foutre des étiquettes sur des projets parce qu'on a l'impression que pour que ce soit dans les festivals, pour des demandes de subsides ou quoi, il faut qu'on soit un peu dans un style précis. Moi j'ai l'impression qu'il faut complètement se libérer de ce genre de trucs et que tout peut jouer un peu partout. Moi là je capte que ce que j'ai besoin, c'est pas de viser de faire un forêt nationale un jour, c'est plutôt pouvoir
faire une tournée de club de 200 personnes, mais partout en Europe. Voilà, moi, c'est maintenant ça qui me ferait trop kiffer. Et il y a 5 ans, j'aurais peut-être pas dit ça. Je sais par ailleurs que, par exemple, pour le tremplin, c'était un peu différent. Moi, je me suis pas du tout bridée, mais je sais que ça, le projet a pas plu à tout le monde. Et voilà, mais ça, c'est la vie, hein. On ne plaît pas à tout le monde, et surtout quand on a un projet comme le mien qui est un peu excentrique, c'est normal, ça fait partie du processus. Et si personne ne détestait ce projet, je pense que même pour moi ça aurait pas lieu d'être. En fait, il faut que ça tranche, il faut que ce soit ou un grand oui ou un grand non. Merci de nous avoir écoutés. Pour aller un peu plus loin sur les sujets traités, chaque épisode est accompagné d'un dossier complémentaire disponible dans la description ou sur fakir.be. C'était Eye of the Taiga, une production de Fakir et du Xara Bruxelles, réalisée par Nastasia Rico et Fabien Hidalgo, avec l'aide de Noé Béal, Thibaut Kuckelbergs, Pablo Fleury et Béatrice Deboc. Voix off et montage, Nastasia Rico. Doublage, Letty Bidivanu. Mixage, Xara SBL. Habillage sonore, Clément Nourry et Linka Sierce, avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la SABAM, Playwright, Court-Circuit et la Jazz Station.